L'histoire commence dans un vaste champ désert où un chevalier confus nommé Dias se demande s'il est victime d'une mauvaise blague. Plus d'un mois auparavant, il était rentré chez lui après avoir remporté une victoire éclatante à la guerre. En récompense, le roi de son pays lui avait accordé un vaste domaine à lui où il devait vivre et qu'il devait administrer. À présent, Dias comprend qu'il s'est fait avoir puisque le roi l'a pratiquement chassé de la capitale pour l'envoyer vivre sur une immense étendue de terre vide. N'ayant reçu aucune autre instruction du roi, Dias pense être libre de faire ce qu'il veut. Il parcourt donc le champ à la recherche de nourriture et d'autres ressources. Peu après, il tombe sur un ruisseau limpide et profite de son eau rafraîchissante. Il continue ensuite à explorer les terres jusqu'à la tombée de la nuit. N'ayant trouvé ni nourriture ni ressources, il s'allonge pour se reposer en se disant qu'il quittera le domaine si toute la région est réellement vide. Le lendemain matin, une jeune Oni nommée Alna interrompt son sommeil en lui donnant un coup de pied et en exigeant de savoir ce qu'il fait sur ces terres. Dias est confus car il n'y avait personne autour de lui la veille. Elle ne se soucie pas de sa confusion et continue de l'interroger afin de connaître ses origines. Dias lui dit qu'il est littéralement sans abri, ce qui rend la jeune fille méfiante. Elle lui demande alors ce qu'il faisait sur ces terres et il lui explique honnêtement que quelqu'un l'a envoyé vivre ici. Il lui révèle ensuite que son seul objectif actuel est de survivre jusqu'au lendemain. Comme Alna refuse de le croire, Dias lui parle de ses rêves. Il explique que ses parents décédés lui avaient demandé comme dernière volonté d'aider les autres et de protéger les faibles et qu'il en avait fait le but de sa vie. Bien qu'Alna s'attende à ce que Dias mente au sujet de cet objectif si noble, sa corne commence à briller d'une lumière bleue, ce qui l'oblige à le croire. A l'inverse, Dias est un homme au cœur pur et il ne comprend pas pourquoi la jeune fille le soupçonnait. Elle lui demande s'il est un ami ou un ennemi, mais il lui rappelle qu'il n'est ni l'un ni l'autre puisqu'ils viennent tout juste de se rencontrer. Pour une raison inconnue, les paroles pourtant raisonnables de Dias ne font que l'énerver davantage. Il se demande pourquoi elle est si frustrée, puis il se rappelle qu'elle vit sur son domaine, ce qui fait d'elle l'une de ses propres sujets. Pensant que la jeune fille teste sa sincérité envers ses sujets, il déclare sérieusement qu'il est son fidèle allié afin de la rassurer. Il promet de la protéger de ses ennemis, quels qu'ils soient, ce qui fait briller sa corne d'un éclat intense. Même la jeune fille est surprise par la force de la sincérité de Dias et elle l'entraîne soudainement quelque part. Peu après, ils entrent dans un village d'Onis. Dias se demande pourquoi il n'a pas pu trouver le village plus tôt, mais il n'a pas le temps de réagir, car la jeune fille le traîne jusqu'à la maison de sa chef. À l'intérieur, la chef est surprise qu'Alna ait amené un étranger, car elle est habituellement très prudente avec les inconnus. Alna lui explique que sa corne n'est jamais devenue rouge, et qu'elle a au contraire brillé d'un bleu éclatant lorsqu'il s'est déclaré son allié. En entendant cela, la chef demande à Dias s'il acceptera également de devenir son allié. Il accepte, affirmant qu'il est l'allié de tous ceux qui vivent dans le village. Cependant, lorsque Dias commence à expliquer que le roi l'a envoyé ici, Alna se lève furieusement et pointe une flèche sur lui. La chef l'arrête car elles n'ont pas encore entendu toute l'histoire de Dias. Toutefois, elle le fixe elle aussi d'un regard sévère et exige une explication complète. Il reste calme malgré la menace et explique que ses parents lui ont toujours dit d'aider les autres et de protéger les faibles. Comme ils sont morts très tôt, Dias s'est retrouvé orphelin. Il a rassemblé les autres orphelins de la ville afin qu'ils vivent ensemble et ils ont survécu en effectuant de petits travaux et en chassant de faibles monstres. En grandissant, une guerre a éclaté contre le pays voisin, alors il a mis ses talents de combattant au service du champ de bataille. Là-bas, il a démontré un talent naturel incroyable pour le combat, ce qui lui a permis de gravir rapidement les échelons. Après 20 années d'une guerre amère, Dias est revenu victorieux et le roi lui a accordé ce domaine vide en récompense. La chef hoche la tête, convaincue qu'il est sincère dans son désir de gouverner son domaine. Elle lui demande alors s'il resterait son allié même si elle et son peuple n'étaient pas des sujets de son royaume. Dias sourit et répond qu'il continuera à la protéger en tant que voisine. À ces mots, la corne de la chef brille elle aussi en bleu, alors Alna baisse son arc. Dias se demande pourquoi elle lui a posé une question aussi étrange, puis il comprend soudain quelque chose. La chef acquiesce, admettant qu'elle et son peuple ne sont pas ses sujets. En réalité, sa tribu est l'ennemi du royaume de Dias. Malgré leur situation, la chef pense que Dias peut devenir son allié car son aura est d'un bleu si pur. Avant qu'il ne décide quoi que ce soit, elle lui demande de l'écouter. Après s'être présentée sous le nom de Moll, elle explique que son peuple a été chassé des plaines il y a plus de 50 ans. Depuis lors, ils sont en guerre avec son royaume, tentant de récupérer leurs terres. Dias se demande comment ils peuvent vivre sans être détectés à l'intérieur du domaine du royaume, alors elle lui explique que son espèce peut utiliser la magie emmagasinée dans leurs cornes. Pour le lui démontrer, elle devient invisible grâce à un sort le laissant stupéfait. Elle révèle ensuite que son peuple peut facilement dissimuler tout son
village avec la même magie. Diaz comprend enfin pourquoi il n'a pas pu détecter le village auparavant, mais il se demande pourquoi Moll lui révèle des informations aussi sensibles. La chef sourit en disant qu'elle ne lui aurait jamais fait confiance si sa corne n'avait pas brillé en bleu. Il s'avère que les Onis peuvent détecter les intentions des autres espèces grâce à leurs cornes. Si une personne n'a aucune mauvaise intention envers eux, leurs cornes restent incolores. Cependant, si elle a des intentions malveillantes, leurs cornes deviennent rouges pour les avertir. Parfois, une personne peut provoquer une lueur bleue, ce qui signifie qu'elle est bienveillante envers le peuple Oni. Malgré cela, si une personne aux bonnes intentions commence à avoir des pensées mauvaises, la corne teinte immédiatement le bleu de rouge. Comme Diaz n'a jamais provoqué la moindre nuance de rouge sur leur corne, elle pense qu'il est une personne totalement digne de confiance. En réalité, elle le considère comme un simple d'esprit, car il essaie encore d'honorer les dernières volontés de ses parents morts. Bien que Diaz soit confus, Moll lui propose de l'aider à gouverner son domaine, promettant de lui donner une maison, de la nourriture et du bétail pour commencer sa nouvelle vie. En échange, elle espère qu'il pourra garder son village secret aux yeux du roi. Diaz accepte son offre et promet de protéger son peuple tant qu'il ne menace pas son royaume. Moll est satisfaite de son attitude, alors elle ordonne à Alna de l'accompagner et de lui montrer les habitudes de leur village. Alna acquiesce d'abord, mais elle est ensuite choquée lorsqu'elle réalise ce qu'on vient de lui ordonner. Moll lui rappelle que c'est elle qui a amené Diaz en premier lieu, donc c'est à elle de s'occuper de lui. Bien qu'elle soit frustrée, Alna accepte. Après cela, elle sort avec Diaz et demande à quelques villageois de lui construire une maison. En seulement quelques heures, les villageois bâtissent efficacement une maison à structure en bois. Diaz est surpris par leur rapidité, alors Alna lui explique que son peuple ne peut pas toujours rester caché. C'est pour cette raison qu'ils construisent leur maison avec des structures légères afin de pouvoir les démonter facilement en cas d'urgence. Une fois la maison installée, Alna lui dit que la nourriture et le bétail lui seront envoyés plus tard. Elle lui propose aussi de l'aider avec le bétail par la suite, ce dont Diaz la remercie. Cependant, il se sent un peu inquiet concernant le nombre de sujets sur son territoire et lui demande si elle connaît un moyen d'augmenter leur population. Alna ne comprend pas pourquoi il veut davantage de sujets, surtout puisque la nourriture est limitée sur leurs terres vides. Elle lui demande comment il compte s'occuper d'une population grandissante, ce qui fait comprendre à Diaz son erreur. Elle lui donne alors un sac de poudre étrange, en expliquant qu'il s'agit d'un appât spécial capable d'attirer les animaux sauvages. Alna dit à Diaz de prendre cette poudre et de la répandre loin du village, puis elle lui explique qu'il pourra gagner plus d'argent pour chaque bête qu'il ramènera. Diaz, avec sa mentalité de gros bras, sourit en apprenant qu'il a enfin un travail qui demande des muscles plutôt que de la réflexion. Quelques minutes plus tard, après s'être suffisamment éloigné, il décide qu'il est enfin temps de commencer la chasse. Cependant, comme Alna ne lui a jamais dit quelle quantité de poudre utiliser, il répand tout le sac comme un idiot. Cela attire tout un troupeau de bovins sauvages, mais Diaz ne voit dans cette situation qu'un défi excitant. Il lève sa hache et accueille le troupeau, déchirant les bêtes comme si elles n'étaient les rien. Après avoir chassé la moitié du troupeau, le reste des animaux s'enfuit, laissant Diaz seul avec les cadavres de leurs malheureux congénères. Malheureusement, il se rappelle enfin qu'il doit aussi transporter les lourdes bêtes jusqu'à chez lui. Sans charrette pour les déplacer, il laisse les autres animaux derrière lui et n'en porte qu'un seul. Alors que Diaz rentre chez lui, il s'inquiète qu'Alna soit en colère contre lui, puisqu'elle s'agace facilement de ses absurdités. À sa grande surprise, elle est ravie de voir l'énorme bête, car la viande est une ressource rare dans son village. En voyant son air déçu, Alna lui demande ce qui ne va pas, alors il lui explique qu'il a dû laisser plus de 3 douzaines de bêtes derrière lui. En apprenant à quel point il est fort, elle est choquée et revoit immédiatement son opinion sur lui. Moll sort également et félicite Diaz pour sa démonstration de virilité. Alna est d'accord et part rapidement prévenir les villageois afin qu'ils puissent ramener le reste des bêtes. Diaz se demande ce que Moll entend par virilité, alors elle lui explique qu'il s'agit simplement de la capacité d'un homme à travailler. Plus un homme est capable de travailler et de gagner de l'argent, plus il est viril aux yeux des femmes de sa tribu. Après avoir appris cela, Diaz comprend pourquoi Alna semblait si contente de lui, mais il pense que l'apparence et la personnalité comptent également. Moll n'est pas d'accord, affirmant que ni l'apparence ni la personnalité ne mettent de nourriture sur la table. Diaz comprend son point de vue, il réalise que, pour une petite tribu, la nourriture et la survie sont les seules choses vraiment importantes, contrairement aux habitants du royaume. Puis Moll lui dit qu'il devra travailler encore un peu plus dur s'il veut épouser une beauté comme Alna. Il devient gêné et fait comme si ce n'était pas du tout son intention, ce qui pousse Moll à le taquiner encore davantage. Le lendemain, Diaz se réveille à cause de l'odeur d'un petit déjeuner fraîchement préparé dans sa chambre. Il découvre Alna en train de cuisiner pour lui avec un sourire bien plus
soumis que celui qu'elle affichait auparavant. Après avoir mangé, il complimente sa cuisine, ce qui la fait rougir. En le regardant manger d'aussi près, Alna ne supporte plus la tension et décide de changer de sujet pour revenir à la chasse. Elle explique que sa tribu a encore besoin d'un puits pour avoir de l'eau ainsi que de toilettes extérieures pour accueillir des invités, ce qui aidera Dias à agrandir son domaine. Cependant, le village n'a pas assez d'argent pour payer l'artisan, alors Dias accepte de chasser pour eux. Alna lui demande de chasser quelques monstres, alors il y réfléchit. Même si la viande de monstres est toxique et immangeable, leurs matériaux rares se vendent à des prix incroyables. Dias accepte de chasser, se demandant si ces paisibles plaines abritent vraiment des monstres. Alna révèle qu'elle peut détecter les monstres grâce à sa corne magique, mais Dias refuse de la mettre en danger. Cependant, elle insiste pour l'accompagner, alors il accepte de l'emmener. Plus tard, alors que Dias s'occupe de son bétail, quelques hommes du village lui apportent de la nourriture et des couvertures. En ressentant le respect qu'ils lui portent, il comprend que ce village se soucie réellement des hommes capables de les protéger. À ce moment-là, Alna sort de sa cabane après s'être préparée pour le voyage. Dias remarque qu'elle s'est maquillée, tandis que les autres hommes deviennent jaloux de lui. Pendant ce temps, Alna sourit et lui dit que les autres hommes s'occuperont du bétail pendant qu'ils seront partis chasser. Tous les deux se mettent en route et après avoir atteint une colline rocheuse, Alna récite une incantation magique afin de repérer les monstres. Une étrange lumière bleue l'entoure, lui révélant l'emplacement d'un monstre proche. Dias acquiesce et dit à Alna de se cacher pendant qu'il chasse la créature, mais elle refuse. À la place, elle propose de l'aider en utilisant sa magie de dissimulation, alors il accepte de la laisser combattre. Peu après, il trouve le monstre qui ressemble à une tortue géante. Les yeux d'Alna s'écarquillant de choc car elle sait qu'il s'agit en réalité d'un dragon de terre. Cependant, Dias ne partage pas sa peur. Malgré ses avertissements, il bondit pour combattre et lui ordonne de rester en arrière. Lorsque le dragon le remarque, Dias saute sur son dos et frappe violemment sa carapace dure. L'impact ne laisse pas la moindre éraflure et casse plutôt la pointe de sa hache. Dias tente d'attaquer les points faibles du dragon, mais celui-ci se réfugie dans sa carapace pour se défendre. Alna lui suggère de fuir tant qu'il en a encore l'occasion, car un dragon de terre peut anéantir à lui seul toute une troupe d'hommes. Dias refuse de fuir, car il lui reste encore quelques tours dans son sac. Il décide de frapper le même endroit jusqu'à ce qu'il se fissure et commence à marteler le dos de la tortue. Après un long moment à frapper inutilement avec sa hache, la lame commence à se fissurer. Alna s'inquiète pour lui, mais Dias garde confiance en son arme. Comme sa hache est une arme spéciale ayant appartenu à un ancien shogun, elle possède la capacité de réparer les dégâts légers grâce à un sort de réparation. Cependant, Dias est seulement capable de la forcer à se réparer rapidement grâce à sa magie. Alors, il la répare sous les yeux choqués d'Alna. Il continue ensuite à frapper sans relâche le dos du dragon. Finalement, le miasme toxique émanant du dragon se condense dans la zone et Alna commence à se sentir mal. Réalisant qu'elle est en danger, Dias accepte de partir après avoir porté un dernier coup. À sa surprise, son dernier coup traverse réellement la carapace du dragon. Furieuse, la créature sort de sa carapace et lui lance une boule de feu. Dias esquive la boule de feu et frappe les pattes vulnérables du dragon. Alors qu'il se prépare à attaquer, il réalise que le dragon a repéré Alna. Sachant qu'il n'est pas de taille face à Dias, le monstre rusé décide de la prendre pour cible à la place. Furieux de son audace, Dias saute dans les airs et s'abat violemment sur le dragon, lui transperçant la colonne vertébrale et le tuant. Alna se met immédiatement à pleurer devant sa démonstration de courage et se précipite dans ses bras. Avant même que Dias puisse comprendre son étreinte, elle déclare aussitôt qu'ils vont se marier. Dias retourne au village peu de temps après, et avec l'aide de plusieurs villageois Oni, il traîne l'immense corps du dragon de terre à travers le village. Les villageois annoncent fièrement que Dias a vaincu le dragon de terre entièrement seul, et tous ceux qui les entourent se mettent à l'acclamer et à le féliciter pour un exploit aussi incroyable. Une fois le corps du dragon enfin déposé en toute sécurité, Dias observe silencieusement les villageois en train de célébrer. Cependant, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi tout le monde est aussi enthousiaste, car il ne considère pas la défaite du dragon de terre comme quelque chose d'extraordinaire. Moll s'approche alors de Dias et lui dit qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'il ait réussi à vaincre le dragon de terre à lui tout seul. Dias hausse simplement les épaules et affirme que ce n'était vraiment rien de spécial. Plutôt que de réclamer un trésor ou des éloges, il dit qu'il préférerait qu'un véritable puits et des latrines soient construits grâce à la valeur du dragon de terre. Moll sourit et lui répond que cela ne posera aucun problème, car une seule patte du dragon de terre vaut déjà suffisamment cher pour financer plusieurs puits à elle seule. En entendant cela, Dias comprend enfin à quel point le dragon de terre est incroyablement précieux. Moll lui explique ensuite qu'il prévoit de rendre à Dias une grande partie des matériaux précieux du dragon, puisqu'il est celui qui l'a vaincu. En plus de cela, ils construiront les installations supplémentaires qu'il a demandées et lui offriront
offriront plusieurs autres cadeaux afin de le récompenser pour tout ce qu'il a accompli. Cependant, l'expression de Diaz se durcit lorsque Moll lui rappelle de conserver une partie de la récompense pour le cadeau de mariage d'Alna. Elle affirme que les parents d'Alna seraient ravis de recevoir quelque chose comme une griffe du dragon de terre ou l'un de ses énormes crocs en guise de présent. Diaz paraît complètement perdu et ne comprend sincèrement pas pourquoi tout le monde continue de parler de mariage. Il demande à Moll ce que toutes ces histoires de mariage sont censées signifier. Moll lui explique calmement qu'il épousera Alna, que l'idée lui plaise ou non. Elle dit qu'Alna est prête à faire tout ce qu'il faudra pour nouer une relation étroite avec lui, et que l'intégrer à la famille par le mariage est donc la meilleure option dont il dispose. Moll explique également à Diaz que même s'il parvient d'une manière ou d'une autre à ne pas épouser Alna, il ne pourra pas échapper au problème, car toutes les autres filles du village commenceront immédiatement à l'entourer et à tenter de le séduire à leur tour. Après avoir entendu cela, Diaz comprend rapidement que cette situation deviendrait probablement encore plus problématique que d'épouser Alna dès le départ. Malgré tout, Moll lui dit de ne pas s'inquiéter, car Alna est déjà partie parler à ses parents afin d'organiser le mariage. Dès que Diaz entend cela, il comprend que c'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas vu Alna depuis un certain temps. Il demande alors à Moll si cela signifie qu'ils sont désormais officiellement fiancés. Moll lui explique que les Oni ne suivent pas les mêmes coutumes de fiançailles que les humains. À la place, dès que les deux parties donnent leur accord, ils se marient tout simplement immédiatement. Malgré cela, Diaz sera tout de même celui qui décidera de la date exacte à laquelle le mariage aura réellement lieu. Moll poursuit en expliquant que plus Diaz renforcera ses liens avec le village et ses habitants, plus il se rapprochera du titre de prochain seigneur suprême. Si elle déploie autant d'efforts pour aider Diaz à devenir le seigneur suprême, c'est parce qu'elle sait exactement ce qui s'est passé la dernière fois. La personne précédemment choisie pour occuper ce poste s'est révélée totalement incapable de diriger tout le monde et elle refuse que l'histoire se répète en laissant une autre personne inadaptée devenir le prochain seigneur. Après le départ de Moll, Diaz surprend certains villageois en train de parler de la chance qu'a Alna d'épouser un homme aussi fort que lui à un si jeune âge. En entendant cela, Diaz devient curieux et demande à l'un d'eux quel âge Alna a réellement. Dès qu'il apprend qu'elle n'a que 15 ans, sa mâchoire manque de se décrocher. Comme il en a 35, il est suffisamment âgé pour être son père, ce qui rend toute la situation encore plus choquante à ses yeux. Heureusement, le royaume possède une loi stipulant qu'une personne doit avoir au moins 18 ans avant de pouvoir se marier. Cela signifie que Diaz ne serait que fiancé à Alna pendant les 3 prochaines années et que lorsque le mariage aura enfin lieu, il sera probablement devenu un véritable seigneur. Assis seul, Diaz comprend qu'il a besoin d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées et se préparer à tout ce qui se passe autour de lui. Peu de temps après, Alna s'approche de lui avec un grand sourire et lui annonce que tout a déjà été organisé. Elle lui demande ensuite ce qu'il aimerait manger au petit déjeuner le lendemain matin. Diaz lui sourit simplement en retour et lui dit que tout ce qu'elle décidera de préparer lui conviendra. Cependant, il ne s'attendait absolument pas à participer à un immense banquet de présentation Oni, durant lequel tout le monde l'accueillit officiellement dans le village et célébra son avenir avec Alna. Quelque temps après le banquet, le nouveau puits et les latrines sont enfin achevés, et la vie du village reprend progressivement son cours normal. Cet après-midi-là, Diaz termine la construction d'une nouvelle tente et se dit qu'il doit vraiment s'améliorer dans ce domaine. Après tout, si davantage de personnes décident de s'installer dans le village, il ne veut pas que les nouveaux habitants soient obligés de dormir à même le sol sans abri convenable. À cet instant, Alna s'approche soudainement de lui et lui dit qu'elle ressent la présence d'un monstre venant du nord. Elle lui explique qu'il ne semble pas s'agir d'un très gros monstre, mais qu'il se dirige bel et bien tout droit vers le village. Diaz répond calmement qu'il ira s'en occuper lui-même, convaincu que cela ne lui prendra pas longtemps. Cependant, Alna insiste pour l'accompagner. Diaz affirme que c'est trop dangereux pour elle, mais comme Alna continue d'insister et refuse de rester en arrière, il finit par céder et l'autorise à venir avec lui. Peu de temps après, tous les deux arrivent à l'origine de la perturbation et découvrent que le monstre qui se dirige vers le village est en réalité un ogre. En voyant à quel point l'ogre est immense, Diaz et Alna comprennent qu'ils doivent mettre fin au combat aussi rapidement que possible. Tous les deux se lancent immédiatement dans la bataille et Diaz est surpris de voir à quel point Alna est agile et talentueuse avec un arc. Elle se déplace facilement sur le champ de bataille tout en décochant des flèches d'une grande précision et en travaillant ensemble, ils parviennent à abattre l'ogre sans trop de difficultés. Cependant, le sang de l'ogre dégage une odeur absolument atroce. Après le combat, Alna fronce le nez et ordonne à Diaz d'aller se laver correctement car elle refuse de le laisser entrer dans la maison tant qu'il sentira aussi mauvais. Diaz n'a donc pas d'autre choix que de se nettoyer avant de rentrer. Le lendemain, Diaz est perdu dans ses pensées en se rappelant à quel point la journée précédente s'est
s'est révélée décevante. Au lieu de rencontrer de nouvelles personnes susceptibles de devenir des habitants du village, ils ont simplement fini par affronter un autre monstre dangereux. C'est alors qu'Alna accourt soudainement vers lui et annonce avec enthousiasme qu'ils sont enceintes et qu'ils vont avoir des petits. Il s'avère cependant qu'elle parlait en réalité de Françoise, qui était enfin tombée enceinte après avoir attendu pendant très longtemps. Alna rappelle ensuite à Diaz que les bars sont des créatures extrêmement intelligentes, mais que cette intelligence s'accompagne d'une faiblesse. Ils sont beaucoup plus sensibles à la peur et au stress émotionnel que la plupart des autres races, et ce problème s'aggrave encore davantage pendant la grossesse. La pression devient parfois si accablante qu'elle peut même leur coûter la vie. Pour cette raison, Alna suggère à Diaz de rester quelque temps près de Françoise et Francis afin qu'ils puissent se sentir en sécurité et soutenus. Pour le moment, ils vivront donc tous ensemble dans la même yourte. Alna suppose que Diaz n'appréciera probablement pas cet arrangement, car les bars dégagent une odeur particulièrement forte pendant la grossesse. À sa grande surprise, Diaz ne s'en soucie absolument pas et accepte sans se plaindre. Sa réaction soulage Alna, car elle lui montre à quel point il est réellement attentionné et prévenant. Un instant plus tard, la corne d'Alna se met soudainement à briller, signe que des monstres, ou du moins des visiteurs inconnus, se trouvent à proximité. Elle explique rapidement qu'elle sent 10 chevaux approcher depuis l'est. Diaz comprend qu'il s'agit de la même direction que la capitale royale, mais comme il n'attend aucune visite, la situation lui paraît suspecte. Diaz décide d'aller enquêter pendant qu'Alna reste en arrière pour surveiller le village. Il traverse rapidement les plaines ouvertes et repère bientôt le groupe de voyageurs. Au début, il se prépare au cas où ils seraient des ennemis, mais son attitude change dès qu'il reconnaît parmi eux son vieil ami Klaus. Il le salue immédiatement d'une poignée de main amicale et lui demande ce qu'il fait aussi loin d'ici. Klaus lui explique que la dame qui voyage avec eux est celle qui est venue rencontrer Diaz. Diaz n'a aucune idée de qui elle est censée être, mais il décide de ramener le groupe jusqu'à sa tente afin qu'ils puissent discuter en privé. Une fois sur place, il comprend qu'il a eu raison de dissimuler tout ce qui se trouve autour, à l'exception de la yourte qu'il a construite. Il a promis de garder le village des Oni secrets et révéler leur existence à des étrangers aurait créé beaucoup de problèmes inutiles. Une fois tout le monde installé, la jeune femme finit par se présenter comme Diane, la troisième princesse du royaume. Elle demande poliment à Diaz si son manoir est toujours en construction, car elle n'a aperçu ni serviteur, ni le moindre signe d'une propriété appartenant à un noble dans les environs. Diaz lui explique simplement qu'il ne possède aucun manoir et qu'aucun serviteur ne travaille pour lui. La seule demeure qu'il possède est la yourte qui se tient devant eux, et même si elle ne semble pas particulièrement impressionnante, il a consacré énormément de temps à la construire de ses propres mains. Diane est surprise d'apprendre que Diaz a bâti tout ce qui l'entoure lui-même, surtout parce que le roi lui avait soi-disant accordé une immense récompense ainsi qu'une somme d'argent encore plus importante pour l'aider à s'installer. À sa grande surprise, Diaz lui révèle qu'il n'a jamais reçu la moindre pièce de la part du roi. Au lieu de cela, il a simplement été abandonné au milieu de nulle part sans même recevoir de nourriture ni d'eau pour survivre. Mettant cela de côté, Diaz demande à Diane ce qui l'a conduite jusqu'à un endroit aussi isolé. Diane lui explique qu'une guerre est sur le point d'éclater autour de la capitale royale et qu'ils sont venus demander son aide, car le peuple le considère désormais comme le sauveur héroïque du royaume. En guise de récompense pour son aide, elle lui propose même de l'épouser elle-même. Cependant, Diaz n'a absolument aucune envie de se retrouver mêlé à une nouvelle guerre. Maintenant que Françoise vient de tomber enceinte, il a des choses bien plus importantes à protéger. Il refuse donc calmement son offre et demande poliment à Diane de partir si c'est la seule raison pour laquelle elle est venue. L'un des gardes de Diane devient furieux en entendant Diaz rejeter la proposition de la princesse et tente de l'intimider en brandissant son épée. Avant même que l'attaque puisse l'atteindre, Diaz réagit instinctivement et repousse l'arme d'un seul coup, tranchant proprement l'épée en deux. Le garde se prépare immédiatement à attaquer de nouveau, mais Klaus intervient rapidement et l'arrête. Il explique aux autres qu'il est inutile d'essayer d'affronter Diaz, car même s'ils l'attaquaient tous ensemble, ils n'auraient toujours aucune chance contre lui. Après le départ du groupe, Diaz regarde autour de lui et comprend qu'il a peut-être utilisé un peu trop de force. Son attaque a endommagé les tapis recouvrant le sol de la yourte et il réalise immédiatement qu'Alna va forcément le réprimander pour avoir causé un tel désordre. Pendant ce temps, Diane repart silencieusement tout en gardant une profonde rancune envers Diaz pour avoir refusé à la fois sa demande et sa proposition de mariage. Lorsque Diaz sort de la tente, Alna apparaît soudainement avec Francis et Françoise qui étaient tous restés cachés à proximité pendant tout ce temps. Alna explique
explique que toutes les personnes venues avec Diane sont reparties entourées d'une aura rouge, à l'exception d'une seule personne dont l'aura est restée bleue. Elle précise qu'une aura rouge représente l'hostilité, tandis qu'une aura bleue indique la confiance ou l'affection. En entendant cela, Diaz en déduit que la seule personne possédant l'aura bleue devait être Klaus. Le lendemain matin, Diaz se réveille en sentant l'odeur du petit déjeuner qu'Alna est en train de préparer. Tout en cuisinant, elle lui annonce soudainement qu'un humain erre dans les environs. Ce qui est étrange, c'est que cette personne ne semble rien chercher en particulier et se contente de marcher sans destination précise. Diaz suppose qu'il s'agit probablement d'un voyageur perdu, alors il décide d'aller vérifier par lui-même. Alna, Francis et Françoise décident également de le suivre, mais ils utilisent leur capacité de dissimulation afin de ne pas être vus par le visiteur. Après avoir marché un moment à travers la vallée, Diaz finit par apercevoir le voyageur et découvre qu'il s'agit de Klaus. Lorsqu'il se retrouve, Diaz remarque immédiatement que Klaus ne porte plus son armure et qu'il n'a plus son épée avec lui. Klaus lui explique qu'il s'est volontairement fait renvoyer de l'armée car il ne voulait pas finir par combattre sur les lignes de front lors de la guerre à venir. À la place, il a voyagé jusqu'ici parce qu'il souhaite travailler pour Diaz en tant que soldat personnel. En entendant cela, Diaz se rappelle que Klaus était la seule personne à ne jamais l'avoir méprisé parce qu'il était orphelin. Même lorsque tous les autres le traitaient différemment, Klaus lui témoignait toujours du respect. Diaz reconnaît qu'avoir une personne comme Klaus à ses côtés serait rassurant, mais avant de prendre une décision, il estime qu'il devrait demander à Alna ce qu'elle en pense. L'instant suivant, Alna apparaît soudainement de nulle part, prenant Klaus complètement par surprise. Elle dit à Diaz qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter, car Klaus a conservé une aura bleue depuis le début, ce qui prouve qu'il n'a aucune intention hostile. Klaus commence immédiatement à bombarder Diaz de questions pour savoir d'où Alna est sortie et comment elle a pu apparaître de nulle part. Diaz lui répond simplement que c'est une très longue histoire avant d'ajouter qu'il lui expliquera tout une fois qu'ils seront rentrés chez eux. Este foi o final do segundo episódio. Assista ao vídeo que aparece na tela, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.